Et si notre état d'esprit n'était pas quelque chose de figé, une fatalité, mais plutôt quelque chose qu'on pouvait activement sculpter? C'est vraiment l'idée centrale et très puissante derrière le livre « La pensée positive ». On va explorer ensemble comment nos pensées façonnent notre réalité et surtout comment on peut en reprendre les commandes. On a tous connu ça, non? Ce sentiment d'être un peu comme piégé dans une spirale de négativité, de ruminer sans cesse les mêmes choses. C'est vraiment la question de départ qu'on va essayer de décortiquer en s'appuyant sur les clés de cet ouvrage. Alors voilà le postulat de base. L'auteur nous dit que la clé pour briser ces cycles et au fond pour améliorer sa vie, c'est d'abord de comprendre le pouvoir immense de nos pensées. Ce ne sont pas juste des idées en l'air qui nous traversent l'esprit, non, elles sont en fait les véritables architectes de notre quotidien. Ce proverbe chinois qui est mis en lumière dans l'ouvrage illustre ça à la perfection. C'est fascinant de voir cette connexion. Ce qui commence comme une toute petite pensée, par un effet domino, peut finir par définir toute une destinée. C'est une idée d'une puissance assez incroyable et qui traverse les âges. Ok, maintenant, avant de chercher des solutions, regardons le problème en face. C'est quoi exactement le piège de la négativité? Quels sont les véritables dangers d'un état d'esprit, disons, un peu trop gris? L'exemple tiré du livre est parfait pour ça. Imaginez la scène. Quelqu'un se fait bousculer et tous ses papiers volent par terre. L'événement est le même pour tout le monde, mais les réactions, elles, sont radicalement différentes. Pour le pessimiste, c'est une catastrophe. Sa journée est ruinée. L'optimiste, lui, il voit juste un petit contretemps. Il ramasse et hop, c'est déjà oublié. Et ce pouvoir de la pensée, il va bien plus loin. On parle ici de l'effet nocebo. C'est un peu le jumeau maléfique de l'effet placebo qu'on connaît tous. C'est ce phénomène où une attente négative peut réellement provoquer un résultat négatif. L'auteur donne un exemple frappant. Un patient qui se concentre uniquement sur ses 60% de chances de mourir, cette conviction, elle n'est pas juste dans la tête. Elle peut déclencher dans le corps des réponses de stress qui vont concrètement affaiblir l'organisme et vraiment jouer sur l'issue de la maladie. C'est dingue. Et donc, les conséquences sont multiples et plutôt sérieuses. D'abord sur la santé. Le stress chronique affaiblit nos défenses, c'est mécanique. Ensuite, sur le plan émotionnel, une pensée négative en appelle une autre, et c'est la spirale. Le livre parle aussi de la loi de l'attraction. Un état d'esprit négatif aurait tendance à attirer des situations et des gens négatifs. Et enfin, et c'est peut-être le plus insidieux, la négativité agit comme des œillères. Ça nous aveugle, ça nous empêche de voir les solutions et ça nous pousse à nous auto-saboter. Bon, on a bien vu le piège de la négativité. La question logique, c'est comment on en sort? Alors, tournons-nous vers la solution. C'est quoi la promesse de la positivité? Quels sont les avantages concrets d'une vision plus optimiste du monde? Cette citation de Winston Churchill, qui est reprise dans l'analyse, résume tout. C'est brillant. Il ne s'agit pas d'être un optimiste naïf qui ignore les problèmes. Pas du tout. Il s'agit de choisir où on met son attention. Est-ce qu'on se focalise sur l'obstacle ou sur l'opportunité qui se cache peut-être juste derrière? Et cette approche, ce n'est pas juste une belle idée, ça a des effets bien réels, mesurables. Les sources citent par exemple des recherches de la fameuse Mayo Clinic qui lie la pensée positive à une vie plus longue, moins de dépression et même une meilleure résistance à des choses aussi banales que le rhume. Et ça ne s'arrête pas à la santé physique, loin de là. Les bénéfices se voient partout. L'estime de soi augmente parce qu'on se concentre sur ses forces. La gestion du stress est bien meilleure parce qu'un obstacle devient un défi. Et logiquement, la productivité suit. Parce que l'énergie n'est plus gaspillée à ruminer sur ce qui ne va pas. D'accord, tout ça est bien beau, mais comment on fait concrètement? On y vient. Passons à la partie pratique, la boîte à outils, avec des étapes que tout le monde peut commencer à appliquer. La notion la plus importante ici, c'est celle des filtres mentaux. Pour faire simple, imaginez que chacun porte une paire de lunettes. Certaines ont des verres teintés en gris, qui rendent tout sombre. D'autres ont des verres clairs qui laissent passer la lumière. L'objectif, c'est de réaliser qu'on a le choix. On peut consciemment décider de changer de lunettes, de changer ses filtres. Les sources nous donnent une méthode assez claire en 4 étapes. Premièrement, identifier et contester. En gros, c'est jouer au détective avec ses propres pensées négatives. D'où elles viennent? Sont-elles vraiment vraies? Deuxièmement, pratiquer la gratitude. Un exercice tout simple mais surpuissant, qui consiste à lister activement ce qui va bien. Troisièmement, recadrer le récit. C'est là qu'on change ses lunettes. On transforme une peur en plan d'action. Et enfin, quatrièmement, affirmer et agir. Le discours intérieur positif, c'est bien, mais ça devient vraiment puissant quand c'est soutenu par des actions, par une bonne hygiène de vie. On arrive à la conclusion et au fond, au message le plus important de cette analyse. Le pouvoir immense qu'on a sur notre propre esprit. Cette phrase qui conclut l'ouvrage, elle est vraiment forte. L'idée essentielle à retenir, c'est que ce pouvoir est entre nos mains. Personne d'autre ne peut contrôler notre monde intérieur. C'est à la fois une énorme responsabilité et en même temps notre plus grande liberté. Et tout ça nous amène à la question finale. Chaque matin, c'est comme une page blanche, une nouvelle histoire à écrire dans son esprit.
Est-ce que ce sera un récit de peur, de doute, de limitation? Ou est-ce que ce sera une histoire de possibilité, de force, de croissance? Au final, ce choix, il appartient à chacun.